Bonsoir. Eh bien, nous l'avons, ce magazine. Georges Decaune et le président Sastre vous ont dit le pourquoi, ça c'était facile, et le comment, ça c'était plus difficile. Alors je voudrais vous dire que maintenant, il faut le justifier. Il faut le justifier comment? Nous, en nous offrant un bon programme, bien entendu, et vous en adhérant nombreux et en le faisant savoir, et en nous disant que vous suivez régulièrement ce magazine. D'ailleurs, ce magazine, je voudrais qu'il soit à vous. Et ce n'est pas de la démagogie du tout. Je voudrais vous dire que nous attendons vos réactions, nous attendons vos suggestions ou vos critiques éventuellement. Il vaut mieux envoyer des lettres pour nous dire que ça va mal ou que ça va bien, plutôt que certaines lettres anonymes pour nous dire que nous sommes pour un club plutôt que pour un autre, ce qui a toujours été faux, et vous le savez. Pour ce numéro 1 de Téléfoot 1, nous avons choisi un invité. Et parce que la télévision le permet, il n'est pas ici sur ce plateau, mais il est à Nantes, dans les studios d'FR3. Il s'agit de Jean Vincent, l'entraîneur de Nantes. Alors, selon une formule qui était chère à Mir Rosca, je me retourne vers vous, Jean Vincent, et je vous dis, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je suis avec vous, oui. Bien rentré de Prague, Jean? Bien rentré, oui. 4 heures du matin, très fatigant, mais satisfait. Quelle satisfaction. Alors vous savez, je vous ai dit la formule de l'émission, tout à l'heure quand nous la préparions bien entendu, vous intervenez tout au fil de l'émission, vous êtes un peu le fil rouge et nous aurons vos réactions sur les diverses images que nous verrons. Très bien. À tout à l'heure, Jean. Ce premier numéro, il fallait le consacrer parce que l'actualité oblige et parce que c'est agréable à la Coupe d'Europe de football où nous avions 4 clubs engagés. Alors nous allons voir successivement, bien entendu, les 4 clubs français dans leurs prestations, avec chaque fois les réactions des entraîneurs respectifs. Ensuite, nous assisterons à un festival de buts européens qui ne sont parvenus par le canal des autres télévisions. Il y en aura 17 au total, et la plupart doublés ou avec un ralenti, ce qui fait une gerbe de buts. Et puis, en dernier lieu, nous nous intéresserons, nous jetterons un regard sur la journée du championnat de France qui demain reprend ses droits, et avec une affiche, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, bien entendu, vous avez peut-être vu déjà quelques extraits de la rencontre qui opposait en Coupe des Nations, en Coupe des clubs, pardon, à tout seigneur, tout honneur, Nantes à Prague. Mais je voudrais que nous jetions un œil neuf sur cette rencontre au moyen d'un montage magnétoscope où nous pouvons mieux faire ressortir les actions, peut-être mieux disséquer. Et avec Jean Rénal, nous avons, non pas revivre le match, bien entendu, vous l'avez peut-être vu sur Antenne 2, mais voir, coup par coup, les occasions qu'ont eu les deux clubs. Les voici. 25 000 spectateurs à Prague pour ce match qui oppose les champions de France aux champions de Tchécoslovaquie. Ce sont les Tchèques qui jouent en maillot jaune. Et dès le début de la rencontre, le Dukla de Prague inquiète les Nantais. Tout d'abord sur un tir de Roth, le numéro 8, et tout de suite une tête de Pelk, le numéro 6. Nous allons revoir cette action au ralenti. Le numéro 8, c'est Roth, et vous verrez la tête de Pelk, le numéro 6, que Bertrand Demann détourne en corner. Mais au cours de la première mi-temps, ce sont les Nantais qui vont faire le jeu, notamment par Henri Michel. Henri Michel qui a sans doute été le meilleur joueur sur le terrain hier soir. Vous allez voir un centre de Tussaud. Au départ de l'action, Rampillon. C'est Tussaud qui a la balle, l'arrière gauche. Un centre, une tête de Rampillon. Et le gardien de but, regardez bien, Nicolica, a bien du mal à se saisir de la balle. Et c'était curieux car il avait les pieds à l'intérieur de son but. Heureusement qu'il a les bras longs. Les Nantais, au cours du premier quart d'heure, inquiéteront à nouveau les Pragois, notamment sur des tirs de Barankeli, Michel et Rampillon. Mais le Dukla de Prague, le club de l'armée, va dominer à son tour en fin de première période, obtenant de nombreux corners. 30e minute, premier corner concédé par la défense nantaise, tiré par Bilski. Bargas dégage en corner. Rebelote, deuxième corner. À nouveau Bargas qui dégage en corner. Troisième corner, toujours tiré par Bilski. Une tête de Fiala, 10 de der pour Bertrand Demann qui a réussi à saisir cette balle. Nous allons revoir ce dernier corner au ralenti. 3 corners consécutivement. Bilski, la tête de Fiala et l'arrêt de Bertrand Demann. Et Prague continue à dominer sous l'impulsion de Gajdusek, un excellent technicien, c'est le numéro 10. Il est peut-être un peu brutal, c'est lui qui a la balle en ce moment, mais c'est vraiment un excellent joueur. Le voici le numéro 10, le meneur de jeu de l'équipe de Prague. Et pourtant, ce sont les Français qui vont marquer le premier but. Au départ de l'action, Loïc Amis.
Une passe merveilleuse d'Henri Michel et puis l'exploit technique de l'ailier nantais. Vous allez voir un dribble, une balle brossée et c'est le but. Nantes 1, Dukla de Prague 0. Les Nantais ont réussi l'exploit de marquer un but à l'extérieur. Nous revoyons ce but au ralenti. Regardez comme Henri Michel attend que Loïc Amis soit lancé. Celui-ci efface deux adversaires et marque du gauche. Une balle très bien placée. À la mi-temps, Nantes 1, Prague 0. C'est bien parti pour les champions de France qui méritent cet avantage à la marque. Menés à la marque, les Tchèques, bien sûr, vont faire le pressing au début de la seconde période. Et sur une de leurs attaques, Rampillon vient de commettre une faute sur Roth. C'est le coup franc. À la limite, à peu près de la surface dite de réparation, on dit quelquefois c'est un petit corner. En tout cas, ce sont des actions très dangereuses. Coup franc qui va être tiré par Gaïdousek. Gaïdousek, le numéro 10, le meneur de jeu. Vissek rate sa reprise. Rio dégage mal. Vissek d'un pointu. Et oui, d'un pointu égalise malgré Bargas qui était pourtant présent. Nous allons revoir ce but au ralenti, un but qu'on pourrait peut-être qualifier de bête, car vous avez pu constater que Vissek avait complètement raté sa reprise. Voici Gaïdousek. Vissek qui est bien placé là pourtant, que les Nantais ont laissé échapper, qui rate sa reprise. Rio fait ce qu'il peut, mais il redonne la balle à Vissek et qui marque, mais oui, d'un pointu, du bout du pied. Dukla de Prague 1, Nantes 1. Nouvelle offensive des Pragois. Pelk va tirer sur le poteau. Pourtant l'angle est très difficile. Dans quelques instants, le voici au milieu de 5 Nantais. C'est le numéro 6. Bargas était à nouveau présent, mais le but n'est pas marqué. Nous allons revoir cette action au ralenti. Vous voyez Pelk qui a essayé de redresser la balle, sans doute pour donner à son avant-centre. Mais la balle a heurté le poteau. Mais là, je pense que les buts de Bertrand Demant n'étaient pas en danger. Voici le tir de Pelk sur le poteau. Deux Nantais étaient là. Il y avait Tussaud et il y avait Bargas. Et maintenant, vous allez assister à une erreur judiciaire. Enfin, disons une faute de l'arbitre, qui va confondre Bargas et Tussaud. Vous allez voir, les Pragois vont obtenir un corner. C'est fait. Regardez bien Bargas, qui va envoyer la balle très loin pour gagner du temps. C'est de l'anti-jeu. Mais maintenant, regardez le numéro 3, Tussaud. Tranquillement, il va se placer au premier poteau. C'est sa place sur le corner. Bargas se dirige vers l'arbitre, qui l'écarte. Il va vers qui? Vers Tussaud. Il sort un carton jaune et le désigne du doigt. Tussaud dit, mais monsieur, c'est pas moi. Le capitaine Michel intervient. Carton jaune quand même pour Tussaud, qui paye pour Bargas. Ça arrive quelquefois que les arbitres se trompent. Un avertissement donc pour Tussaud. Nous sommes à la 70e minute maintenant. Ce joueur qui se tient la tête, c'est le numéro 10, Gaïdousek. C'est lui qui avait commencé. Il avait donné un coup de pied à Amis. Le Français a voulu se venger. Réaction humaine mais antisportive. Un coup de poing, l'arbitre autrichien n'a rien vu, il suivait la balle. Il consulte son juge de touche. Celui-ci lui dit, du moins je le suppose, Nummer 11. En allemand, cela veut dire numéro 11. C'est Loïc Amis. On appelle le capitaine Henri Michel, le numéro 8. Le voici. Amis s'approche lui aussi à petits pas. Il m'a frappé le premier, semble-t-il dire. Mais comme à l'école, c'est celui qui a répliqué qui est puni. Carton rouge, c'est l'expulsion. Et les Nantais vont jouer à 10 pendant les 20 dernières minutes. Amis, bien entendu, ne jouera pas le match retour. À 11 contre 10, Prague domine. Bel arrêt de Bertrand Demann sur un tir de Roth. Les Nantais tiendront jusqu'au bout et préserveront un match nul précieux à l'extérieur. C'est presque la qualification pour la FC Nantes, mais Henri Michel ne manquera sans doute pas de rappeler à ses jeunes coéquipiers qu'il y a 4 ans, Nantes avait réussi le match nul 2-2 à Velgé, au Danemark. Lors du match retour à Nantes, eh bien, c'était les Danois qui avaient gagné par 1-0. De toute façon, les Nantais ont réussi leur début en Coupe d'Europe. On peut leur accorder la mention bien pour l'épreuve écrite à Prague. Espérons qu'ils ne rateront pas leur oral dans 12 jours au stade de Marcel Sopin à Nantes. Voilà, le match est fini. Un but partout. Très belle performance des champions de France qui ont tenu un échec, les champions de Tchécoslovaquie. Oui, Jean Rénal l'a dit, très bonne performance nantaise pour le premier tour. Alors, je me tourne vers Jean-Vincent et je voudrais savoir, Jean, si ces images, maintenant que vous les avez vues, est-ce qu'elles attisent des regrets ou est-ce qu'au contraire, elles provoquent un soulagement? Bah écoutez, je suis très satisfait du résultat au départ et rassuré pour la suite.
bien qu'on ne soit pas encore qualifié. Ça sera même très difficile. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, sur le premier but, sur le but qu'on prend, Rampillon n'avait pas commis de faute. Rappelez-vous. Et sur le coup de pied arrêté par la suite, on a été surpris certainement, mais il y a le facteur chance qui est intervenu parce qu'il y a eu 2 ratés consécutifs de leur part et un raté de chez nous, c'est-à-dire de Rio. Ça fait beaucoup de choses, mais ça sera notre tour de jouer, disons, de dominer, je pense, et de les obliger à commettre des erreurs comme nous on a pu faire en certaines occasions. C'était un test, Jean, cette première sortie européenne de Nantes, et je pense que vous avez tout lieu d'être satisfait, de ne plus que cette première mi-temps qui a enthousiasmé le public français. Oui, très satisfait, parce que faire match nul à Dukla de Prague, c'est pas facile. Je sais qu'ils ont pris 29 points sur 30 possibles sur leur terrain la saison dernière. Donc c'est très bon pour nous, et on aura quand même l'appui de notre public en match retour. Et ça, c'est important. Je suppose, en vous remettant dans les conditions de la rencontre, que vous avez tremblé comme toute l'équipe lorsqu'Amis a été sorti. Oui, mais c'est souvent dans ces occasions-là qu'on se resserre davantage, qu'on fait bloc. Et là, on a su le faire. On a retrouvé des ressources nécessaires justement pour terminer le match et conserver ce match nul. Vous avez l'impression qu'entre l'an dernier et cette année, il y a déjà eu un progrès. Je parle dans le fait de ne plus être complexé, d'aborder les matchs avec autant de franchise que vous l'avez fait là-bas. Bah, écoutez, c'est notre habitude. On essaye toujours à l'extérieur, quel que soit l'adversaire, d'imposer notre jeu, de jouer, de respecter nos principes et de jouer pour marquer avant tout, et non de limiter les dégâts. Bon, Jean, alors, l'émission n'est pas finie, bien entendu, elle commence, mais tout à l'heure, nous parlerons des autres clubs français, mais pour le match au retour, pour l'instant, c'est la confiance. C'est la confiance, bien qu'on aura un handicap sérieux avec l'absence de Amis, qui est notre attaquant le plus percutant quand même. Bon, Jean-Vincent, nous nous retrouvons tout à l'heure, nous allons voir les autres clubs français. Manchester-Saint-Étienne, ou plutôt Saint-Étienne-Manchester, si l'on respecte l'ordre du club qui reçoit. On savait au tirage au sort que Saint-Étienne n'avait pas tiré une équipe facile. Manchester n'était pas protégé et les 2 clubs, pratiquement 2 parmi les favoris de cette Coupe des Coupes, se rencontraient. Alors, on avait peur de ces Anglais. Et puis, quand on les a vus, en tout cas pendant le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, on était un peu rassurés. On s'est dit, bon, dans le fond, c'est pas Liverpool. Manifestement, ils sont prenables, comme l'on dit en football. Mais au fil des minutes, c'est peut-être Saint-Étienne qui est un peu déçu, parce qu'on a l'impression que le Saint-Étienne des années précédentes aurait battu cette équipe de Manchester. Oui, face à Manchester en rouge, ce sont les Stéphanois qui ont tiré les premiers. Sur ce corner de Farison, voici la première occasion manquée avec une tête de Santini. Stepney était déjà bien placé. Mais les Anglais se montrent déjà très offensifs. Débordement à l'aile de Pearson qui efface Piazza et qui transmet à Coppel, puis au rapide ailier Hill qui marque, mais il y a hors-jeu désigné par l'arbitre allemand M. Biversi. Les Verts encore avec Batney, montée offensive de Lopez qui alerte Patrick Revelli qui d'un fameux centre-tir a failli tromper Stepney, l'homme aux 500 matchs. Revelli en action sur ce centre-tir, Stepney, dont on disait que sa détente s'était émoussée. Il était de l'équipe de Manchester, vainqueur en 68 de la Coupe des clubs champions. Et une action stéphanoise qui aurait pu être payante. À l'origine, Barthélemy, Sinagel, Barthélemy et Patrick Revelli qui va servir Barthélemy, qui tente une jolie tête. C'était ses débuts en Coupe d'Europe. Ils ont été convaincants. Et puis Christian Saramagna, ici qui effectue un gros travail en attaque et face 2 Anglais, et Santini du gauche qui va tirer à côté. Hélas, et on le comprend, mi-temps 0-0, une période où les Verts ont tout tenté pour accélérer le jeu. Et puis ce fameux Pearson, l'avant-centre, qui tire de loin au-dessus des filets gardés par Kurkovic. Et enfin l'Écossais Buchan qui lance Coupel, sortie imprudente de Kurkovic, heureusement batté sauf en corner. Et sur ce corner stéphanois tiré par Revelli, Lopez très avancé tente sa chance de la tête au-dessus des buts de Stepney. Nous allons revoir Lopez un peu enlevé au-dessus de Stepney. Janvion et Batney au milieu d'une défense anglaise serrée où veille Brian Greenough. Batney manque, toujours 0-0.
Sur ce nouveau corner stéphanois tiré par Saramagna, une tête plongeante de Janvion, sans succès, mais saluant tout de même cette belle action de l'arrière droit. Et puis, à la 60e minute, Herbin décide de remplacer Barthélémy qui a manqué un petit peu de chance, mais bon début, alors que l'ange Rocheteau apparaît et on entend beaucoup de lui. Et puis, un nouveau but hors jeu à l'actif de Manchester, ici, avec personne qui efface Farison et un centre pour Hill, toujours là, qui avait trompé Kurkovic. On sent une pression anglaise de plus en plus forte, personne toujours. Le voici, Hill et McIlroy qui frôlent les buts de Kurkovic. On a eu chaud. Sur ce corner stéphanois tiré par Saramagna, une tête de Battenet et tentative ensuite de Dominique Rocheteau qui cherche en vain l'ouverture. Mais c'est dans le camp stéphanois que la première décision sera faite. Magréry alerte personne et l'inévitable Hill, cette fois, n'est pas hors jeu. Kurkovic est battu. Mais comme les Verts savent si bien réagir dans ce genre de situation, ils répliquent 2 minutes plus tard. Centre de Janvion, cafouillage de la défense des Rouges et but de Sinagel, 1-1. Cette fois, Stepney s'est incliné. Et pourtant, il y avait beaucoup de défenseurs de Manchester. Les Verts tentent de prendre l'avantage. Janvion, Rocheteau qui va être contré par Albiston. Janvion et Battenet qui manque sa reprise. Lui aussi contré par la défense anglaise. Et enfin Rocheteau. Stepney est là, toujours très sûr. Les Anglais ne semblent pas se contenter du nul, déjà très avantageux, 1-1. Hill face à Lopez. Déborde sur l'aile gauche, centre en retrait sur Coppel. Quel danger, Piazza sauf en Kasatsarov. Et sur cette montée de Farison, Revelli slalom, efface Buchan et tente sa chance. Sortie de Stepney, très courageuse. Et puis cette action anglaise qui aurait pu être déterminante. Pearson, Kurko a eu des sueurs froides. À l'origine, Magréry qui avait centré sur Pearson. Et encore ce diable de Gordon Hill, toujours déterminé, qui inquiète Kurkovic bien placé. Un tir de 25 mètres. Et enfin, les dernières cartouches des Stéphanois, avec 2 tirs de Santini et de Battenet qui vont venir dans cette rencontre de Coupe d'Europe qui aura révélé ou confirmé des faiblesses en milieu de terrain et en défense. 1-1, les Verts devront se surpasser pour éviter la déroute au stade d'Old Trafford devant les 70 000 fans de Manchester United. Mais on ne sait jamais avec les Verts. Robert Herbin, 1-1 après un match assez difficile pour Saint-Etienne. C'est un constat d'échec? C'était un match très difficile. Je crois que l'équipe de Manchester a su diriger le match, a su se montrer très pressant parfois. Et il me semble que le résultat est finalement équitable. À Manchester, ce sera peut-être différent puisque l'équipe sera quand même obligée d'attaquer là-bas et nous pourrons peut-être les prendre en compte. Mais ce sera quand même extrêmement difficile. Ce qui a surpris un petit peu, c'est la défense stéphanoise qui était autrefois un excellent point fort. Or, ce soir, il apparaîtrait que Saint-Etienne a un peu péché par là. Je crois que les joueurs se sont un petit peu énervés, ont brûlé parfois les étapes et naturellement, il ne faut pas tenir compte aussi des buts qui ont été marqués par Manchester sur des hors-jeux qui me semblaient assez nets. Mais je crois que la défense s'est bien comportée tout de même malgré quelques imperfections parce que l'équipe de Manchester aujourd'hui était très très bonne. Et cette attaque stéphanoise qui a manqué beaucoup d'occasions? C'était extrêmement difficile parce que Manchester s'est montré aussi très vigilant derrière. Il y a eu des situations qui auraient pu nous permettre de prendre l'avantage. Ça n'a pas réussi, ça peut peut-être réussir à l'extérieur chez eux. Pour vous, Robert Herbin, quel a été le meilleur joueur stéphanois de cette rencontre? Vous savez, dans un match de Coupe d'Europe, il ne faut pas essayer de donner des notes aux joueurs. Je crois que l'essentiel est de faire preuve de solidarité. Et je crois que les joueurs se sont tous bien battus, avec plus ou moins de bonheur, mais je ne veux pas dissocier un joueur. Vous êtes satisfait de Barthélémy? Comment? Je pense qu'André Barthélémy a fait
une heure de jeu assez satisfaisante, mais il est certain que sur le plan physique, il a encore besoin de s'améliorer, c'est normal. Et Rocheteau, cette rentrée un peu tardive peut-être? Une rentrée tardive, non, je ne crois pas. Je pense que Dominique relevait de blessure. Il a fait un match de 3e division. Je crois qu'il était important de ne pas le faire rentrer tout de suite. Et finalement, sa rentrée m'a donné satisfaction aussi. Saramagna? Pardon? Saramagna, très bon. Tous les joueurs se sont bien battus. Bien, Robert Herbin, quelle est la tactique employée pour battre maintenant Manchester sur son terrain? Écoutez, on va essayer de se repencher sur le match. Pour l'instant, je crois que nous sommes un peu déçus, mais il va convenir pour nous de faire tout ce qu'il est en notre pouvoir pour arriver à stimuler les joueurs. Et je pense qu'ils doivent comprendre que rien n'est encore perdu, même si ça reste très difficile. Est-ce que sur le plan psychologique, c'est Saint-Étienne de 75 qui était sur le terrain ce soir? Oui. Vous en êtes certain? Persuadé. On vous revoit bientôt. Je l'espère. Ah, Pierre Fula, vous avez vu comment il faut pousser Robert Herbin dans ses derniers retranchements, et encore on n'entame pas pour autant la citadelle. Et je sais pourtant que vous avez été ensemble au bataillon de Joinville et qu'il y a des affinités, mais les interviews d'Herbin sont toujours très très difficiles, agréables mais difficiles. Et puis rendons-lui au moins son prénom, il s'appelle Robert et non pas Michel comme nous l'avons incrusté tout à l'heure. Vous avez moins vu sur les antennes les deux autres matchs français, à savoir ceux qui concernaient la Coupe de l'UEFA, puisque Lens recevait Malmo et que Bastia recevait le Sporting de Lisbonne. Alors, nous avons envoyé pour cette nouvelle émission un quart de reportage à plusieurs caméras à Lens avec Georges Dominique, qui, perdu parmi le public lensois, a suivi cette rencontre pour nous, l'a maintenant disséquée, et soit dit en passant, un public lensois qui est vraiment récompensé de sa fidélité, qui est vraiment à toute épreuve. Oui, avec ce match Lens-Malmö, on partait un peu dans l'inconnu. Lens qui est en maillot jaune, Lens qui, dit-on, n'avait pas encore retrouvé son rythme de la saison dernière. Malmö est à gauche, maillot bleu clair, culotte blanche. À Lens, l'environnement est important. On distingue du reste les portées des nouvelles tribunes qui permettront au stade Bollaert d'accueillir bientôt plus de 40 000 spectateurs. Toujours chaleureux, enthousiastes et sportifs. Le coup d'envoi donné par les Lensois dans l'Euro central Bousdira et Pascal Françoise, voilà, c'est parti. C'est parti, mais il ne devait pas se passer grand-chose au cours des 5 premières minutes. Le round d'observation se passait plutôt au centre du terrain, mais tout va se précipiter. Regardez, Six tente de passer sur la gauche, il est arrêté, mais irrégulièrement par Christensen. C'est un coup franc. Six le tire lui-même, un homme s'élève, joli, un deuxième, et puis tête de Bousdira. C'est du délire dans le stade Bollaert, 1-0 à la 6e minute. Une balle remarquablement brossée du pied gauche par Six. Joly s'élève plus haut que son adversaire. Bousdira encore entre deux défenseurs suédois. Et c'est le premier but lensois. C'était donc un fort bon démarrage, mais on était encore loin du but final. Et les Suédois, comme par exemple sur cette action, vont nous prouver qu'ils ne sont pas des manchots. Ici, c'est Sjöberg, le numéro 9 de l'équipe de Malmö, qui a été arrêté par le jeune Delkamp. Et c'est Bo Larsson, regardez bien, qui se charge de la sanction. Il est très adroit et la transversale a renvoyé cette tentative de Larsson. Finalement, c'est Françoise qui a dégagé, coup de sifflet. Il y avait un hors-jeu et nous revoyons Larsson, très adroit. Il a 33 ans, c'est l'un des joueurs suédois les plus célèbres. Il jouait à Stuttgart la saison dernière. Fort heureusement pour Tampé, la transversale était là, ainsi que Françoise. Pour Lens, c'était donc un bon avertissement. Lens qui se montrait vigilant et même brillant, avec Six qui adresse ici une excellente balle à Françoise. Mais bonne intervention de Yann Müller, le portier du FC Malmö. Décidément, il se passait beaucoup de choses en ce début de match dans ce stade de Bollaert. Les Suédois se montraient assez généreux en début de match. Ils sont extrêmement nombreux au centre du terrain car ils ont un dispositif composé de 4 arrières, 4 hommes au milieu. Et seulement, et peut-être malheureusement pour eux et heureusement pour les Lensois, il n'y a que 2 attaquants de pointe. Ici, c'est Eli qui est aux prises avec un de ces 2 attaquants suédois. Bousdira remarque la vivacité et le meilleur fond technique des joueurs lensois. C'est un coup franc qu'ordonne ici l'arbitre espagnol, M. Palanques. Le blond lensois, Daniel Leclerc,
Une très longue balle ici pour Joly. Et revoilà à nouveau Didier Six. Regardez bien ce qui va se passer. Leclerc a à nouveau le ballon. Six va à nouveau le récupérer. Les Suédois se dégagent pour quelques instants. Voilà, ils réclament ces Suédois car Six a contrôlé très légèrement le ballon de la main. Six qui n'en poursuit pas moins son numéro. Un centre tout à fait remarquable. Et qui c'est François. Formidable tête de Françoise qui s'est élevée au moins 50 cm plus haut que son adversaire direct Anderson. Et c'est le deuxième but en soi après ce nouveau festival de Didier Six. Un Six très en verve qui s'est racheté auprès du public lensois. Il centre ici. Et peut-être même que sans l'intervention de Françoise, la balle de Six aurait pu rentrer directement dans les filets de Malmö. Donc 2-0 à la 19e minute. Les actions lensoises étaient donc en hausse. 2 buts d'avance, c'était, disons, un peu plus confortable, surtout après moins de 20 minutes de jeu. Ici, le Polonais de Lens, Joachim Marx, par leur mobilité, leur engagement et leur rapidité, les Lensois dictaient leur loi en ce début de match, parfois même un peu trop facilement. Quel formidable travail réalisé ici par Pascal Françoise qui écarte tout le monde. Il sert Six sur la gauche. Françoise était là, mais les défenseurs de Malmö ont repoussé une première fois et puis une deuxième fois. Lens qui jouait un ton au-dessus, mais cela débouchait parfois sur un relâchement finalement assez compréhensible. Les Suédois allaient en profiter. Voici ici Sjöberg, leur avant-centre. Le ballon va parvenir à l'arrière droite de Malmö, Roland Andersson, qui se porte sur l'aile droite. Un centre et une tête remarquable de Sjöberg, toujours bien placé. Et les Suédois réduisent la marque 2-1 en faveur de Lens. Ces Suédois, on le savait, opèrent un peu à l'anglaise, un jeu très large, des transversales, des centres et des têtes parfois terribles, comme celle de Thomas Sjöberg, qui est également l'homme en pointe de l'équipe nationale. 2-1 à la mi-temps. Malmö reprenait espoir. Pour Lens, rien de dramatique, mais une vive inquiétude tout de même. Un but encaissé sur son terrain peut parfois peser lourd dans la balance. Les Suédois, on l'a vu, se montrer inquiétants en début de deuxième mi-temps. Les Lensois répliqués aussitôt ici par Bouzdira. Lesquels Lensois obtiennent un corner. Et qui est là pour tirer ce corner, qui est là pour tirer ce nouveau coup de pied arrêté, c'est Didier Six. Une toute petite passe à Bouzdira. Et comme à la parade, un garçon et 7, c'est Djebaili, tête de Djebaili, et 3-1 en faveur de Lens. Lens qui par conséquent reprend ici ses 2 buts d'avance. Un corner comme l'on dit à la rémoise. Une petite passe. Et Djebaili, qui avait fait son entrée en deuxième mi-temps, presque seul. Et c'est un nouveau but de la tête, 3-1 en faveur de Lens. Cette fois, le déclic s'est bien produit et le fidèle et chaleureux public lensois retrouvait son Lens d'il y a quelques mois. Six montrait ses possibilités. Toute l'équipe nordiste se retrouvait en cette soirée européenne, c'est-à-dire au moment opportun. Voici Djebaili, le numéro 13, qui avait remplacé à la mi-temps Joachim Marx. C'est un joueur d'origine tunisienne. Il vient d'un petit mais célèbre club du sud-est de la France, Gardanne, où opère également son camarade Armatala, qui allait opérer également en deuxième mi-temps. Les Lensois se multipliaient en cette deuxième période. Voici Fares Bouzdira. Une excellente passe pour Didier Six. Il manquait 50 cm. Müller est intervenu. L'occasion était donc belle pour cette équipe de Lens de conforter son avance. Les camarades de Krovzik en étaient conscients. Françoise, un garçon qui file comme une flèche, c'est Djebaili qui a marqué le but tout à l'heure, un centre et qui se précipite ici comme à la parade. Eh bien, c'est Jean-Marie Elie. 4 buts à 1. À un quart d'heure de la fin. Six est venu rejoindre Jean-Marie Elie. Le seul but de la soirée marqué avec le pied, les 4 précédents ayant été inscrits de la tête. Formidable travail ici de Djebaili, un garçon rapide. Il fonce comme une flèche.
Les Suédois n'ont pas le temps d'intervenir. Jean-Marie Elie n'est pas marqué de très près. En tous les cas, il tente sa chance de demi-volée. Et c'est le 4-1. 3 buts de retard pour les Suédois, qui n'étaient pas découragés. Ici, intervention de Tempête devant Hanson. C'était aussi les ultimes réactions de ces footballeurs venus du Nord. Des footballeurs auxquels il manque peut-être un peu de vivacité et surtout un meilleur fond technique pour obtenir, disons, des résultats plus probants. Ljungberg, le numéro 7 de Malmö, une équipe de Malmö qui domine le football suédois. Elle est habituée aux compétitions européennes. Elle est aux 3/4 professionnelle, mais il lui manque surtout ces Suédois talentueux qui se sont expatriés aux 4 coins de l'Europe, disons, pour mieux vivre du football. Voici Armatala, un Marocain qui opérait également la saison dernière à Gardanne comme Djebaili. Les Lensois attaquent ici avec leur numéro 8, c'est-à-dire leur capitaine Richard Kravzik qui est sifflé. Hors-jeu lensois qui va permettre aux Suédois de se dégager. Yann Möller dégage son camp, il est immense ce gardien suédois, 1m94, 4 cm de plus que son vis-à-vis Tempé. Les dernières offensives ici des Suédois, Andersson toujours bien placé, mais Tempête est intervenu et fort heureusement, c'est ici Joly qui a dégagé son camp in extremis. Corner tiré par Bo Larsson. Un Suédois s'est élevé, mais Tempête s'est élevé en même temps et a dégagé du point. Hopkin, l'arrière droit de Lens. Nous vivons là les toutes dernières minutes. Leclerc a donné à Armatala. Et une très longue balle ici pour Bouzdira en bonne position. Aucun partenaire n'était démarqué et Fares Bouzdira, l'un des meneurs de jeu de cette équipe lensoise, obtient un corner. Toujours 4-1, le score n'allait pas changer. Pourtant, regardez bien le tableau d'affichage a failli se modifier. Une passe ici lensoise et regardez ce que va faire Didier Zix. Remarquable d'audace, un petit pont comme l'on dit entre les jambes de l'adversaire. Il trouve ici Jean-Marie Elie, mais la transversale était là. Didier Zix, fan du corps entre les jambes de l'adversaire en cette seule soirée. Il a fait oublier ses entorses et son début de saison assez hésitant. Il a vu Jean-Marie Elie, mais il y a la barre. Et finalement 4-1 pour Lens, 3 buts d'avance. Lens est le mieux placé de nos 4 représentants. On dit toujours qu'il faut 2 buts d'avance pour être satisfait et attendre le match retour. Vous en avez 3, alors très confiant? Ouais, ben maintenant on peut être que confiant, hein. Il est dommage qu'on a pris un but puisque ça aurait été merveilleux pour nous, mais enfin c'est une victoire très méritée. Ils ont appliqué toutes les consignes que je leur avais données et c'est une victoire de toute l'équipe. Ils ont tous très bien joué et ça a été merveilleux. S'ils se battent encore comme ça et jouent de la même façon à Malmö, je pense qu'on pourra se qualifier. Alors cela, Arnold, c'était pour la partie éloge. Maintenant, quels ont été les quelques points faibles et quelques défaillances que vous avez pu déceler ce soir? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu tellement parce que j'avais vu comment ils avaient joué, c'est-à-dire un 4-2-4 assez rigoureux. Derrière, ils ont joué une défense en ligne très rigoureuse. Ils montaient assez fort et les 4 milieux de terrain, sans arrêt, harcelaient nos joueurs. On a passé en faisant des longues transversales, en essayant des 1-2, on a passé de derrière, on a passé seul et on a eu le bonheur de marquer 4 buts et aurait pu aussi bien avoir un 5e sur un très bon débordement de Six. Richard Kravzik, maintenant le capitaine, encore tout chaud après succès. Arnold, vous restez avec nous encore quelques instants, car vous n'êtes pas tout en sueur comme Zébulon, c'est comme ça qu'on le surnomme, le capitaine lensois. Alors dites-moi Richard, vous avez vu 2 fois je crois à l'œuvre cette équipe de Malmö en Suède, alors est-ce qu'elle a été conforme à ce que vous en aviez vu? Oui, absolument. Le 4-4-2 très rigoureux qu'ils ont pratiqué en Suède l'ont fait également ce soir. Alors pour la deuxième manche, match retour, c'est dans la poche? En football, on peut pas toujours dire que c'est fait, mais je pense qu'avec 3 buts d'écart, ça devrait, disons que nous avons 80 chances sur 100 de passer le tour. Nous ne sommes pas très dessus, nous sommes vraiment impressionnés par l'équipe de Lens. Ils ont joué très vite
Et je suis aussi impressionné comment la public communie avec l'environnement. les joueurs. Oui, oui, absolument. Nous avons cru naturellement que Lens doit gagner avec un but ou quelque chose comme ça. Maintenant, il faut gagner avec 3-0 à Malmö et ça doit être très difficile. Oui, apparemment, sur le vu des images, effectivement, ça doit être très difficile. Donc, cette attaque de Lens, manifestement, a marqué ce match aller du premier tour des Coupes de l'UEFA. Et puis, il y avait Bastia, qui, avec son petit stade de Fouriani, digne d'une 3e division, d'une division d'honneur, faisait son entrée en Coupe d'Europe. Il recevait Barcelone. Alors, bien entendu, nous voulions voir comment les Corses devaient se comporter dans ce premier tour. Nous avons envoyé là-bas Alain Escoubet avec 2 caméramans et qui sont allés donc voir à Fouriani comment Bastia a gagné, mais toutefois en concédant 2 buts aux Portugais. Et ça sera difficile au retour. Le public de Bastia, un public en or qui avait dû payer de l'or pour entrer au stade de Fouriani, 120 francs la place, tarif minimum, ce qui explique qu'il n'était que 6 000 pour assister à la victoire des Bleus, que voici à l'attaque, comme ils l'ont été, et qu'on va peut-être voir. Oui, les voici à l'attaque, comme ils l'ont été depuis déjà 35 minutes, sans pouvoir concrétiser. Cette fois pourtant, la première occasion réelle sur cette reprise de volée de Mario, sur le montant gauche du but portugais. À Furiani, on était venu voir Bastia, bien sûr, mais aussi les 2 vedettes de Lisbonne, Salif Keita, l'ex-stéphanois, et Jordao, l'angolais, dont on dit qu'il n'avait pas le droit de jouer ce match-là, histoire de règlement, et à faire suivre. En tout cas, les 2 vedettes en question n'ont pas raté leur spectacle, ni Keita, numéro 10, toujours aussi décontracté et talentueux, ni Jordao, numéro 9, un poison pour la défense bastiaise qui s'en sortait comme elle le pouvait. Mais s'en sortir ainsi en pleine surface de réparation, cela vaut un pénalty. Et l'arbitre espagnol, M. Muro, l'accorda aux Portugais qui allaient donc marquer leur premier but à l'extérieur. Et c'est Jordao qui se faisait justice lui-même. Pour les Portugais, c'était le score à la mi-temps. Pour Bastia, qui va jouer maintenant à droite, il ne s'agissait plus de Lambiné. Crimo choisi pour remplacer Rep A, qu'il sera utile le Hollandais au match retour. Crimo avait laissé sa place à Larios et l'attaque bastiaise paraissait ainsi plus percutante. Témoin cette action partie de Papi et qui va se terminer par un tir de Mario en dehors des buts du gardien Botelho. Déjà, cela sentait le but et il va arriver dans exactement 10 secondes après ce corner tiré par Mario et repris d'une tête plongeante fantastique de Félix. Nous allons revoir ce but sous un autre angle, corner de Mario et comme une fusée, fort Félix, 1-1, cela commençait à aller. Et pas de doute, un but, cela galvanise une équipe. À partir de cet instant-là, nous sommes à la 52e minute du match. Les Bastiais ne vont pratiquement pas cesser de harceler les buts portugais. Par Larios, par La Cuesta, par Burkhardt et Kaz, les 2 arrières latéraux qui n'hésitaient pas à monter très haut en attaque. Et la défense portugaise n'en finissait plus d'être sur ses gardes sur des tirs incessants des Bleus qui essayaient de faire dès maintenant la différence. Le public était aux anges, ne pensait plus au prix des places et se trouvait finalement beaucoup mieux chez lui à Bastia qu'à Marseille ou à Paris, où le match aurait pu se jouer si les dirigeants bastiais avaient pensé davantage à leurs finances qu'à leurs supporters. Malheureusement, la joie collective a laissé ses nets sur une longue passe de Jordao à Fraguito, qui s'infiltrait, vous allez le voir, dans la défense bastiaise pour marquer, le voici, le 2e but portugais. Pour le Sporting de Lisbonne, cette fois cela commençait à sentir le roussi pour Bastia qui allait se montrer sans réaction pendant une dizaine de minutes, laissant les Portugais faire à peu près ce qu'ils voulaient au milieu du terrain et se montrer très dangereux près des buts de Petrovic, comme ici sur cette action de Fernandez. Heureusement qu'à Bastia, il y avait ce soir-là 2 héros. Mario d'abord, numéro 11 que vous allez voir, remarquable à l'aile gauche et que l'on reverra tout à l'heure dans l'un de ses numéros des dribbles favoris. Mais aussi Félix, numéro 9,
dit Fanfan, auteur du premier but Bastia, toujours dangereux dans la surface, vous l'avez vu il y a un instant. Félix, l'un des vieux de Bastia, qui, partant du principe que Coupe d'Europe ou pas, l'adversaire n'est pas forcément aussi redoutable qu'on le pense, et donc il faut être décontracté. Ce qu'il était, Félix, mercredi soir à Bastia, décontracté, la preuve. Ce deuxième but qu'il va inscrire après un centre de Mario et une tête de Papy. Nous allons voir ce but sous un autre angle, centre de Mario, tête de Papy et conclusion par Félix. Voilà le centre et la tête de Félix. 2-2, voilà qui n'effaçait pas les deux buts portugais, ils pèseront lourd dans la balance au match retour. Mais tout n'était pas perdu. L'idéal, c'était bien sûr de marquer un troisième but dans le quart d'heure qui restait. Tous les Bastiais ne pensaient qu'à ça. Mario en tête, qui faisait tout pour s'infiltrer dans la défense portugaise, comme ici, adressant à ses partenaires des ballons en or qui auraient pu faire beaucoup plus mal s'il y avait eu un peu plus de réussite. Mais la persévérance allait payer sur cette action partie de Papy et qui se terminera par Félix encore et un but superbe permettant à Bastia de gagner ce match aller à 3-2. Je vous laisse revoir ce troisième but de Félix sous un autre angle et je vous propose d'écouter immédiatement après l'avis sur ce match et sur l'avenir de Bastia en Coupe d'Europe de Pierre Cahuzac, l'entraîneur bastiais, et celui de Salif Keita, la vedette du Sporting de Lisbonne. C'est grave pour nous quoi, que les Portugais ont marqué 2 buts, mais je crois qu'ils le méritent. Il ne faut pas enlever le mérite de Bastia, mais il ne faut pas enlever aussi le mérite de l'équipe de Lisbonne, qui est une très bonne équipe. Et au contraire, je crois que ça relève le mérite de Bastia d'avoir gagné 3-2 cette équipe de Lisbonne. Mais est-ce que dans votre esprit, ça veut dire que c'est bien parti ou que c'est mal parti? C'est mal parti, bien sûr, vous savez que les buts comptent double, alors il faudra essayer là-bas de ne pas en prendre, ou au moins d'en marquer autant qu'eux, quoi, mais ce sera sûrement plus difficile que si on avait fait, mettons, je sais pas, 1-0. Ils étaient venus sûrement ici avec l'intention de jouer serré, parce que vous avez vu qu'en première mi-temps, les premières 20 minutes, on a vu 5 garçons derrière qui n'ont jamais dépassé le milieu du terrain, quoi. Peut-être là-bas, ce ne sera pas pareil, il faudra qu'ils se découvrent, ce sera nous à préserver à ce moment-là les buts. Il va se passer quoi là-bas selon vous? Pour moi, j'espère qu'il y aura la qualification, c'est tout. Vous y croyez? Il faut bien y croire, autrement c'est pas la peine d'y aller alors. Enfin, je pense que c'est pas un mauvais résultat pour nous, hein. Quoique je pense qu'on aurait pu faire mieux, quoi. Enfin, au moins obtenir un match nul. 2 buts à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Pas du tout mal. Hein. Comment vous vous sentez, vous, Salif Keita? Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Enfin, vers la fin du match, j'étais un peu fatigué parce qu'on a repris l'entraînement depuis seulement un mois. Il nous manque de compétition, on n'a fait que 2 matchs. Alors je pense que d'ici 15 jours, ça ira mieux. Et quelle impression ça vous fait de revenir ici en France? Ouais, ça fait plaisir parce que j'ai vu que je n'ai pas été du tout mal accueilli, quoi. Mais non, pourquoi d'ailleurs serait-il mal accueilli Salif Keita? Et précédemment, je vous signale qu'il s'agissait de Pierre Cahuzac, vous l'avez peut-être deviné, l'entraîneur de Bastia. Et puis il paraît qu'un lapsus m'a fait dire tout à l'heure Barcelone, alors bien entendu, vous avez compris qu'il s'agissait de Lisbonne. Barcelone, c'était il y a quelques années contre Bastia.